Eh bien salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette review de l'épisode 1 de cette saison 2 de Oshinoko. Les amis, ça fait un an, jour pour jour, que j'attends cette saison 2 avec impatience, parce que vous avez vu que la saison 1 est une masterclass absolue. Vous savez que je vous en parle à chaque vidéo, les bilans lecture, les achats manga, il y a du Oshinoko partout. Oshinoko, c'est l'un de mes mangas préférés, il est dans mon top 3, c'est abusé. Je suis à jour sur les scans, donc si vous voulez parler avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas, à condition de mettre une petite balise spoil. Mais pour ce premier épisode, justement, je vais faire une review spéciale pour le début d'Oshinoko. Je ne ferai pas une review hebdomadaire, je ferai la review que du premier épisode et du deuxième, du dernier, pardon, s'il en vaut vraiment la peine. Ce qui sera le cas, hein. Je ferai une vidéo du coup du dernier épisode comme je l'ai fait pour Demon Slayer parce que la vidéo avait l'air de vous avoir plu, j'ai eu beaucoup de retours, merci à vous. Et donc voilà, en tout cas, donc ce Oshinoko saison 2, de quoi ça parle? Eh bien, étant donné que la saison 1, petit rappel, on est dans le monde de l'événementiel, des idoles, dans le monde de l'entertainment, du divertissement, mais on a aussi une phase cinéma, comment est-ce qu'on tourne un film, comment est-ce qu'on adapte un manga en film, les agences de financement, de publicité, les agences de talent notamment, ce sont des sujets qui ont été très pertinents, qui ont été développés justement dans la saison 1. Dans cette saison 2, on va apprendre le théâtre, comment incarner un personnage, comment ressentir les émotions, comment est-ce qu'on peut adapter un manga en pièce de théâtre en utilisant à la fois le jeu d'acteur, à la fois l'interaction avec le public, à la fois des décors et des costumes époustouflants. Comme on l'a vu, ce sont les premiers mots qui me sont venus à l'esprit justement, un début théâtral, simplement parce qu'on a le début d'une pièce qui s'appelle Tokyo Blade, qui sera incarnée par les protagonistes que l'on va rencontrer, qui est adaptée d'un manga dans le thème des samouraïs d'antan, etc. Ça va être vraiment fascinant. Concernant l'opening, déjà tout d'abord, j'ai une chose à dire, bien évidemment. Autant on n'est pas du niveau de YOASOBI, Idol, l'opening de la saison 1, je l'ai écouté des centaines de fois tellement qu'il est banger et j'ai même chanté en karaoké. Mais je dois quand même avouer que l'opening de cette saison 2, c'est une pépite. Il est vraiment dingue, et surtout au niveau visuel, les transitions sont incroyables. Le passage entre les époques, entre Goro Amamiya, le médecin, et Ako Oshino, entre Saruna et Ruby, il y a tellement de choses qui sont incroyables, il y a tellement de choses qui sont mélancoliques, qui sont ténébreuses, avec les mains qui sortent un peu des ténèbres, comme si tu ne savais pas vraiment qui tu étais, comme si tu étais retenu par les fantômes de ton passé. Vraiment, cet opening, au point de vue de la métaphore, il est vraiment exceptionnel. La direction artistique a été encore une fois extraordinaire. La direction artistique, pas que de cet opening, mais aussi de cet épisode. Et ça s'annonce justement d'être une saison absolument masterclass, chers amis. Ça, je vous le dis. Donc justement, on entre directement dans le vif du sujet. On ne perd pas de temps. On est en pleine adaptation de la pièce, du manga Tokyo Blade en pièce de théâtre. Et là, on nous donne directement les rôles. Aqua qui a des rôles principaux, Akane Kurokawa qui a justement le rôle de la princesse Sarahime qui est un peu mise de côté. Il y a un problème de scénario justement, il y a une incohérence. Ruby qui joue aussi la waifu vedette, on va dire. Et il va y avoir non seulement un conflit entre les deux artistes du milieu, je parle de Kana et de Akane justement, il va y avoir le conflit et la rivalité entre deux artistes exceptionnels. On a d'un côté Akane, la prodige la plus connue, qui fait partie de la troupe de théâtre La La La, qui est vraiment qui a son prestige à ce niveau-là, et on a Kana qui a été une enfant star très tôt quand elle était petite, et en fait elle est un peu allée dans le néant parce qu'elle avait un ego surdimensionnel, elle se comportait mal, et au final elle a écrasé son jeu pour pouvoir s'adapter au jeu des autres, pour pouvoir sublimer le jeu des autres, là où Akane est constamment en train de briller au devant de la scène. Et là, on nous a montré dès le début que Kana a décidé d'inverser les rôles et de se mettre elle-même au devant de la scène, jusqu'à du coup être avec Himekawa, qui est l'acteur vedette de la troupe La 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 tel qu'on nous le présente, et qui va littéralement voler un petit peu le centre de l'attention, tout comme le personnage qu'elle incarne. Comme justement Akane a de base une facilité, un don pour adapter des personnages, pour pouvoir ressentir leur identité, comme on l'a vu dans la saison 1, hein, comme elle a réussi à reproduire à la perfection et de manière assez flippante une analyse très précise de Ai, parce qu'elle avait même cramé qu'il y avait des enfants et tout ça, parce que sa manière de parler, sa manière de se tenir, il y avait tellement de choses qu'elle avait analysées, et sauf que là, en fait, elle a lu l'œuvre de Tokyo Blade, elle a lu le script qui a été donné par les réalisateurs de la troupe de théâtre, justement, et en fait, son personnage ne colle pas avec l'original, et elle ne comprend
comprend pas le rôle de son personnage. Et ça, c'est un truc qui arrive vraiment, et c'est souvent dans les navets, vraiment dans les mauvais films, quand on dit qu'on voit un roman, ou même dans les mangas, hein, quand on voit un animé qui est mauvais, ça arrive très souvent. Je vais plutôt prendre l'exemple des mangas pour rester là-dedans plutôt que dans les romans. On a un manga qui est extraordinaire. Exemple Tokyo Ghoul. Et on a un animé qui est pourri. Exemple Tokyo Ghoul, toujours. Eh bien pourquoi ? Parce que ce sont les personnages qui ont mal été compris, parce que tu as fait d'un personnage badass une victime, parce que tu as fait d'une victime un personnage complètement secondaire, parce que tu n'as pas pris le temps de t'attacher aux personnages, t'as pas pris le temps de comprendre leur motivation, ou même de les développer, de faire en sorte qu'on s'y attache. Il y a tellement de choses en fait à prendre en compte dans des adaptations en fait sur n'importe quel support, et c'est là qu'en fait va tourner autour de cette saison 2, et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont amener ça. Pour avoir lu le manga justement, j'avais été très satisfait, et d'autant plus que dans l'intrigue principale, dans la quête d'Aqua, dans la quête de vengeance pour retrouver et tuer son père, celui qui aura tué Ayoshino, sa mère et son idole quand il était médecin de sa vie antérieure, on avait vu dans la fin de la saison 1 justement que le dernier indice qui était laissé, c'est que Ai était en contact avec la troupe Lalalai. Et donc, il n'a rien de mieux à faire que de rejoindre la troupe Lalalai et essayer de savoir, que ce soit du côté des réalisateurs ou que ce soit du côté des acteurs, qui aurait bien pu être suffisamment proche de Ai pour l'influencer vers la rencontre avec son père éventuellement, ou bien qui aurait pu tout simplement la tuer ou lui vouloir du mal. Donc voilà, un départ sur les chapeaux de roue, une très bonne adaptation, une direction artistique en feu, un jeu d'acteurs incroyable. Il y a quand même des moments qui sont très sérieux, où on nous explique justement le domaine du théâtre, le domaine de l'adaptation. À la fin, d'ailleurs, on a la mangaka qui se pointe sur les lieux pour vérifier si justement tout se passe bien. Elle est étonnée, elle adore ce qui se passe, elle adore ce qu'elle voit, elle adore les acteurs voir interpréter un peu les personnages qu'elle a créés, sauf qu'elle veut réécrire tout de zéro. Ah ouais, elle est complètement sadique, hein. Et là, vous allez voir dès l'épisode 2, ça va commencer à chier. Je ne sais pas combien d'épisodes ils sont prévus au programme. Il me semble que j'ai vu 12 épisodes, c'est fort possible. J'espère en tout cas qu'on en aura un maximum. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Mais au point de vue de la direction artistique aussi, les OST sont vraiment majestueuses. On arrive à être plongé dans un nouvel environnement. On arrive à être plongé justement à l'ère des samouraïs quand on a au tout début cette séquence avec le théâtre justement. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme scène d'ouverture. Au lieu de rentrer avec directement un opening ou alors avec des scènes de vie, transition entre la saison 1 et saison 2, non, vif du sujet, tu nous montres une pièce de théâtre, tu nous montres limite même le résultat final avec les écrans géants parce qu'on peut reconnaître les personnages justement qui sont incarnés. Donc ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir, en fait, c'est très original de te teaser la fin dès le début. Il y a très peu d'œuvres qui font ça, justement. Et aussi un moment qui m'aura bien marqué dans cet épisode, c'est directement la scène d'entrée, la scène de rivalité entre Kana qui a décidé de sortir de l'ombre et qui décide de se confronter directement à Himekawa dans un duel de dialogue justement de théâtre, et que on voit qu'ils se servent un petit peu de leur bouquin de théâtre comme des épées, et il y a des jets de peinture partout par rapport à l'artistique justement de cet épisode. La direction artistique, elle a été exceptionnelle, la métaphore. Ils se battent même pas réellement, c'est juste la confrontation de leurs talents. La couleur rouge, la couleur bleue, ce sont un petit peu la couleur qui les représente, c'est l'énergie qui les alimente justement, qui les motive à se dépasser, et qui s'affrontent dans un torrent de peinture comme ça. Ça a été vraiment exceptionnel. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce passage-là, mais je tenais à le souligner en particulier. Et j'ai bien aimé aussi dans cet épisode, ils ont quand même placé de l'humour. Moi, j'étais mort de rire avec la petite boubouille d'Akane quand elle râlait, avec Kana qui est au centre de l'attention, qui ne lui ressemble pas vraiment, Ruby qui raconte un petit peu comment s'est passé les autres. En fait, oui, mon frère, il a une copine et tout ça, il a du mal à se faire des amis, il est un petit peu renfermé. Donc on rentre un petit peu plus dans le personnage, dans l'interprétation au final des personnages que nous connaissons. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre waifu préféré d'Oshinoko. Vous êtes team Ruby, Akane, Kana, Memcho, ou encore la daronne là, Miyako. Dites-moi en commentaire. Moi personnellement, je suis team Akane, les gars. Il y a aussi la team Ayoshino, mais ça, moi aussi je suis à moitié Ayoshino, faut pas déconner, elle est trop forte. Donc voilà, comme je l'ai dit, Oshinoko, c'est vraiment une de mes œuvres préférées. J'attends la suite avec impatience depuis plus d'1 an, le manga, je suis à jour, c'est vraiment incroyable, et je ne ferai pas des reviews du coup toutes les semaines, je ferai des reviews certainement le tout dernier épisode de Oshinoko, pour pouvoir justement débriefer tout ça ensemble. N'hésitez pas aussi à me suggérer des animés, vous voudriez que je parle éventuellement comme ça en review, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, je suis ouvert. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de cet épisode, moi je l'ai trouvé incroyable, il était absolument parfait, ça annonce du lourd pour cette saison 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Skippy. Allez, bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦